Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous en avons terminé avec War of the Bounty Hunters, la première partie de la trilogie sur l'Aube écarlate. Il est donc temps de nous attaquer à la deuxième, Crimson Reign, une histoire comprenant 5 numéros. Le premier est sorti le 8 décembre aux États-Unis et je vous propose de le découvrir aujourd'hui. Bien entendu, si vous n'avez pas encore lu le 5e numéro de War of the Bounty Hunters ou vu ma vidéo sur ce numéro, je vous conseille de quitter la vidéo et de revenir une fois que ce sera fait. Sur ce, débutons. Après la chute, on ignore pour l'instant de quoi, 2 personnes discutaient. La première allait activer un holocron à l'apparence unique pour que la seconde puisse avoir accès à son contenu. L'holocron allait répondre à ses questions tout comme il l'avait déjà fait pour elle. Tout en disant cela, elle activa l'holocron et une silhouette en sortit. Celle-ci leur affirma qu'ils avaient pu accéder à cet enregistrement en se servant du côté lumineux de la force. Le côté obscur aurait suffi. La force était la force pour elle. Mais qui sait, peut-être n'auraient-ils pas eu accès à la même histoire s'ils étaient des utilisateurs du côté obscur. Ça dépendait plus d'eux que d'elle. La silhouette de l'holocron était une femme humanoïde à la peau verte et aux longs cheveux blancs. L'histoire qu'elle s'apprêtait à leur raconter était celle d'une femme nommée Kira, une ancienne souillarde qui vivait dans les égouts de Corellia. Piégée et effrayée, elle utilisait son savoir-faire, sa ruse et son désir d'atteindre les plus hauts sommets jusqu'à ce qu'elle finisse par être à la tête d'un groupe connu sous le nom de l'Aube écarlate. Quand elle les avait rencontrés, c'étaient des tueurs, des menteurs et des voleurs, dirigés par un monstre. Ils étaient restés fidèles à eux-mêmes sous ses ordres, mais elle leur avait donné quelque chose que le monstre n'avait pas. Elle leur avait donné un but, une grande ambition dont la réalisation donnerait aux membres de l'Aube écarlate ce qu'ils désiraient le plus, tout en changeant la galaxie pour le mieux. Kira avait prévu, comploté et s'était préparée. Mais plus important, elle avait cherché les individus ayant les compétences, le pouvoir et la volonté nécessaires pour l'aider à faire de son rêve une réalité. Avec le temps, elle les avait trouvés, et quand tout était prêt, les cartes distribuées, les armes amorcées, les moteurs alimentés, elle les avait réunis. Les chevaliers de Rennes, Shanacha et les orphelines, Ochi de Bestoun, Destik, Margot et Trinia, les conseillers les plus proches de Kira au sein de l'Aube. La femme de l'holocron aussi. Elle avait un nom, mais on pouvait tout simplement l'appeler l'archiviste. Et quand ils étaient tous là-bas, devant elle, à bord de son grand et magnifique vaisseau, le Vermilion, elle leur avait dit la vérité. Kira leur avait dit qu'elle connaissait un secret. Ils le connaissaient tous, eux aussi. Très peu de personnes comprenaient la véritable nature de la galaxie, que c'était une prison et que tous ses habitants étaient prisonniers. Tout ça à cause d'un seul mot, le nom de leur peur, le nom de leur chaîne. Ce mot était Sith. Les Sith étaient un ordre ancien, des maîtres du côté obscur de la force. Elle avait appris cela grâce à son prédécesseur, celui qui dirigeait l'Aube avant elle. Son nom était Maul. Pendant un temps, il était l'un d'entre eux, Dark Maul, l'apprenti du seul autre Sith de la galaxie. Il y en avait toujours 2. À ses côtés, Maul avait appris leur mystère, leur pouvoir et leur éternelle ambition. Puis il avait perdu la vie, avant de renaître. Ce n'était pas rare chez les Sith, d'après ce que savait Kira. Embrasser leur véritable nature semblait leur apporter une grande souffrance, un grand changement. Mais Maul n'était plus vraiment un Sith. Comme plusieurs des alliés de Kira, Maul avait été utilisé, et à partir du moment où il n'était plus d'aucune utilité, il avait été écarté. C'était ce que faisaient les Sith. Ils prenaient et ensuite ils jetaient. Kira leur montra ensuite ce que devrait être la structure du pouvoir dans la galaxie. Une chaîne de montagnes sans fin, de nombreux sommets, aucun n'étant considérablement plus élevé que les autres. Un monde où les gens vivant sur ces sommets seraient libres de grimper aussi haut qu'ils le pourraient, tandis que tous ces centres de pouvoir lutteraient ensemble et feraient des compromis entre eux. Mais la galaxie n'était pas comme ça. Sous les Sith, c'était une pyramide, dans laquelle tout le monde grimpait au même endroit et assurait son ascension en poussant les autres vers le bas. Et à son sommet, quelqu'un attendait, prêt à détruire quiconque oserait s'en approcher. La seule personne vraiment libre dans toute la galaxie, l'empereur Palpatine. Son nom de Sith, était Dark Sidious. Le nom de son apprenti était Dark Vador. Ils étaient les 2 personnes les plus puissantes de la galaxie. Ils devaient donc mourir pour que la galaxie puisse vivre. Kira avait réuni ses alliés car il faisait partie des rares individus à connaître ce secret.
Dans une galaxie peuplée d'innombrables vies, d'êtres uniques, un seul homme décidait comment ils vivaient ou mouraient tous. Un Sith. Il leur prendrait à jamais tout ce qu'ils voulaient. Il leur avait volé leur fierté et leur ambition, leur amour et leur espoir, leur identité, leur vision, leur héritage. Aucun d'entre eux n'était bon, et certains étaient même pires que d'autres. Kira ne faisait pas confiance à ses alliés, il ne devait pas non plus lui faire confiance, mais ils voulaient tous la même chose, ce qui signifiait qu'ils pouvaient travailler ensemble. Maul avait un plan pour détruire Sidious, mais il fut tué avant de pouvoir l'exécuter. Kira ne ferait pas les mêmes erreurs que lui. Elle avait les artefacts Sith qu'il avait récupérés, et elle en avait trouvé encore plus par elle-même. Kira avait également prêté l'oreille à ce qu'il avait pour habitude de murmurer. Ils vont toujours par deux, toujours deux. Et plus important, elle ne s'en occuperait pas seule, elle les avait tous. Qu'ils recherchent le profit, le savoir, la liberté ou encore la justice, son plan le leur apporterait. Ils pourraient tous obtenir ce qu'ils voulaient, ils devaient juste faire leur travail, jouer leur rôle, et ils réaliseraient quelque chose d'extraordinaire. Ils seraient tous libres. À présent, l'heure était venue de déclencher les hostilités. Plus tard, Kira arriva à bord du Dark Path, une frégate du Soleil Noir. Elle fut accueillie par le seigneur Gyuti, qui était venu avec 2 de ses gardes, tout comme elle. Être courtois ne faisait pas de lui un imbécile. Kira lui demanda si la réputation de l'Aube écarlate parmi les autres syndicats était vraiment aussi terrible. Pour Gyuti, on devrait plutôt dire qu'elle était méritée, mais c'était ce qui les avait toujours rendus utiles. Puis il invita Kira à le suivre, pour boire un verre et parler. À leur attablée, Gyuti déclara à Kira que c'était elle qui avait organisé cette rencontre. Que voulait l'Aube écarlate ? Kira lui expliqua que cette affaire sur Jekara était importante, pour marquer le grand retour de son organisation après une longue absence, mais ce n'était pas la seule raison. Elle voulait personnellement communiquer à Gyuti et au Soleil Noir quelques points clés. Tout d'abord, l'Aube écarlate n'avait pas de vue sur le territoire du Soleil Noir, et n'était pas non plus intéressé par leurs affaires, leurs contacts et leurs richesses. Il n'était pas en compétition avec eux. Gyuti se contenta de dire qu'il aimerait les voir essayer, mais Kira lui conseilla de ravaler ses paroles. Il le regretterait si c'était ce que voulait l'Aube. En revanche, pour elle, entrer en guerre serait une perte de temps. La galaxie était gigantesque, cela leur laissait plein de place pour coexister. Le Soleil Noir pouvait faire tout ce qu'il voulait, et l'Aube écarlate en ferait de même. Gyuti lui demanda alors ce que comptait faire l'Aube écarlate. Il en avait marre de la voir tourner autour du pot. Si elle avait une offre à présenter, qu'elle la fasse immédiatement. Kira lui expliqua que l'Aube écarlate souhaitait demeurer petite et pauvre. Ils voulaient offrir leurs services aux plus grands syndicats. Elle lui précisa ensuite que ce devraient être des tâches importantes. Ils avaient des contacts dont le Soleil Noir pouvait seulement rêver. Si Gyuti avait besoin de savoir quelque chose, de se débarrasser de quelqu'un sans éveiller les soupçons, il pouvait compter sur eux. Gyuti lui demanda si ce serait un accord exclusif. Mais Kira lui assura que non. L'Aube écarlate comptait travailler pour tous ceux qui pourraient les payer, mais ce serait un groupe restreint, et ils ne divulgueraient jamais les tâches qu'on leur demanderait d'accomplir. Leur neutralité totale était la meilleure garantie de leur discrétion et de leur propre réussite. S'ils commençaient à prendre parti, ils se feraient des ennemis, mais si tout le monde les utilisait et finissait par avoir besoin d'eux, personne ne voudrait les détruire. Ils pensaient que l'Aube écarlate pouvait être indispensable. Gyuti était sûr que oui. Pour Kira, il n'y avait rien de mal à estimer sainement ses capacités. Mais par courtoisie, elle décida de lui fournir une information précieuse. Gyuti avait dû voir ce que les Hutt avaient fait au-dessus de Jekara, quand ils avaient attaqué le vaisseau amiral impérial. Gyuti le lui confirma. Ces imbéciles l'avaient fait devant tous les autres syndicats. Tout le monde l'avait vu. Une rumeur disait que Vador avait exécuté tout le conseil Hutt en guise de punition. Kira lui assura que c'était vrai, mais ce n'était pas tout. Ses contacts impériaux lui avaient rapporté que l'empereur Palpatine était furieux de la trahison des Hutt. Pendant des années, les Hutt avaient bénéficié d'une relation spéciale avec l'Empire. Ils jouissaient d'un statut protégé dans ce secteur. Au même moment, au sein de la grande forteresse du syndicat des Pykes sur Obadia et dans le repère de Papa Tauren sur Castel, Margot et Trinia respectivement leur expliquaient exactement la même chose. Les Hutt jouissaient d'un statut protégé dans ce secteur, en échange de précieux services rendus à l'Empire en dehors des limites de la loi impériale. Cet accord avait été ainsi depuis des décennies, mais à présent, depuis que le Conseil Hutt les avait attaqués, l'Aube écarlate avait entendu dire que l'Empire comptait changer tout ça. Il cherchait un nouveau partenaire et ce ne serait pas l'Aube écarlate.
l'Aube n'avait aucun intérêt à demander un partenariat direct avec l'Empire. Ils étaient petits et voulaient le rester. Ils n'avaient pas l'infrastructure nécessaire pour cela. Mais ce serait sans doute le moment idéal pour une organisation plus importante. Ce pourrait être une sacrée opportunité. Gyuti trouvait cela intéressant. Puisque c'était le cas, Kira lui conseilla d'en parler au prince Xizor, avec les compliments de l'Aube écarlate. Le Soleil Noir devait juste se rappeler de ne pas les oublier quand les crédits commenceront à arriver. Pendant ce temps, au-dessus de Dantooine, à bord du Siroto, Shanacha rappela aux orphelines qu'elles ne devaient laisser aucun survivant, aucune preuve de leur passage. Leur cible était un laboratoire de traitement de Smash, une drogue appartenant au Soleil Noir. Ils avaient modifié la formule pour rendre la drogue plus puissante, plus addictive et efficace sur de nouvelles espèces. Tous ceux qui s'y trouvaient, des scientifiques aux gardes, savaient exactement ce qu'ils essayaient de faire. Shanat ne comptait pas verser la moindre larme pour des gens comme ça. Pour Cyr, ça rendait les choses un peu plus simples. Quant à Lady Bright, elle posa une question à Shanat. À quoi Kira faisait-elle référence quand elle avait déclaré que les Sith lui avaient volé son amour et son espoir ? Shanat leur demanda si elle savait pourquoi elle avait appelé leur groupe les orphelines. Ce n'était pas juste pour avoir l'air dur. Bright était le dernier droïde de ce modèle, et les parents de Cyr étaient morts il y a longtemps. Quant à Imara Vex, il était possible que ses parents soient toujours en vie, mais elle ne se souvenait pas de leur visage, étant donné qu'ils avaient disparu quand elle était encore toute petite. Mais cela ne concernait pas qu'elle, elles étaient toutes des orphelines. Dark Vador avait tué les parents de Shanat, juste devant elle, et elle avait dû lui faire une promesse, celle de ne pas se venger. Elle devait oublier ce qui s'était passé ce jour-là et laisser tomber. Elle avait dit cela car ses parents voulaient qu'elle vive, mais son cœur était mort quand elle avait assisté à leur exécution. Pour Shanat, on pouvait mettre fin au serment dès que notre vie arrivait à son terme. Son cœur était mort ce jour-là et elle avait traqué Vador depuis ce jour funeste. Elle était même devenue l'un des agents préférés de l'empereur. Elle pensait que ça lui permettrait de retrouver Vador. Mais cela n'avait pas fonctionné. Elle n'avait jamais revu Vador. Ce qu'elle n'avait pas réussi à faire seule, peut-être qu'elle y arriverait avec l'aide de Kira. Pour Bright, dans ce cas, leur équipe devrait tout simplement s'appeler les Orphelines. Mais Shanat pensait que le nom était très bien tel qu'il était, car elle était leur chef, et elle, les membres de son équipe. C'était comme ça, point. Puis, elle leur demanda de se concentrer. Elles avaient du pain sur la planche. Sur Dantooine, 2 membres du Soleil Noir, un humain et un Weequay, gardaient l'entrée du laboratoire. L'humain remarqua la présence des orphelines et dit à son compagnon que 2 belles femmes et un droïde venaient vers eux, mais Bright les corrigea. 3 belles femmes. Le Weequay ne savait pas si elles étaient perdues ou si elles cherchaient quelque chose en particulier, mais il leur conseilla de faire demi-tour. Il ne comptait pas les aider. Mais c'est alors qu'ils furent tous les 2 abattus par Imara Vex, postés sur une colline à proximité. Désormais à l'intérieur du laboratoire, Shanacha et les orphelines lancèrent l'assaut. Shanat attira l'attention des ouvriers et des gardes et déclara qu'elle était venue prendre tout ce qu'ils avaient. Elle estimait que c'était sympa de sa part de prévenir cette bande de dealers de Smash, de meurtriers et de bâtards insensibles. Son équipe avait bloqué leur communication. Personne ne viendrait les aider. Pensait-il pouvoir l'arrêter ? Les gardes ne tardèrent pas à déclencher les hostilités et Shanat dut activer son bouclier pour se protéger. Cependant, Imara Vex leur affirma que 2 transports du Soleil Noir tentaient de s'échapper. Ils allaient accélérer en orbite et sauteraient à la seconde où ils sortiraient du puits de gravité. Vex ne pouvait pas les abattre tous les 2. Ils seraient déjà hors de portée avant qu'elle n'ait le temps de le faire. Mais personne ne devait s'en sortir. Shanat ordonna donc à Cyr de remonter à bord du Siroto et de les détruire. De son côté, Vex parvint à en abattre un. Il ne restait plus qu'un seul transport qui s'apprêtait à passer en hyperespace. Mais il n'eut pas le temps de le faire. Cyr l'abattit juste avant et avait prévu de rejoindre le reste de son équipe pour les aider à finir le travail. Mais Shanat lui assura que ce ne serait pas nécessaire. Elles avaient presque terminé, il ne leur restait plus qu'une seule chose à faire de jolies photos. Le Soleil Noir ne tarda pas à apprendre la perte de son laboratoire secret. Les recherches effectuées là-bas étaient importantes pour les futurs projets du prince Xizor, et le seigneur Gyuti avait insisté pour recevoir des rapports quotidiens. Gyuti venait d'apprendre la destruction du labo et demanda qui avait osé faire ça. Pour l'instant, il n'avait aucune piste, mais une image était soudainement apparue sur les réseaux. Aucune source et personne n'en avait revendiqué la responsabilité.
Ceux qui avaient fait ça ne voulaient pas qu'on sache que c'était eux. Ils voulaient laisser un message à la galaxie, et celui-ci concernait le Soleil Noir. Le Soleil Noir est en éclipse. Il les traitait de faibles. Guy pensait qu'aucun des autres syndicats ne voudrait en assumer la responsabilité, car il savait qu'il se ferait éradiquer. Ce pourrait être n'importe lequel d'entre eux, ce qui voulait dire que le Soleil Noir devait envoyer, lui aussi, un message, et donc tous les attaquer. Les orphelines, quant à elles, continuèrent de semer le chaos parmi les syndicats, faisant en sorte de ne pas être vues et de laisser peu de survivants, créant ainsi une atmosphère de peur et de méfiance. Aucun des syndicats ne savait qui blâmer, alors ils s'étaient blâmés entre eux, leur méfiance étant attisée par les rumeurs de l'Aube écarlate. Pas seulement les messages de Kira, Margot et Trinia, mais aussi la confirmation de la véracité de ces rumeurs au sein même de leur rang. Cette mission avait été confiée à des agents doubles contrôlés par l'Aube. L'histoire était toujours la même. L'Empire était sur le point de mettre fin à son partenariat avec les Hutt, et comptait choisir le syndicat le plus puissant pour les remplacer, ou peut-être tout simplement le seul qui restait. Les syndicats ne tardèrent pas à s'affronter, à gaspiller leurs ressources et à perturber les activités criminelles de la galaxie. C'était le chaos, dans une galaxie dirigée par un homme qui valorisait l'ordre avant tout et serait prêt à prendre des mesures extrêmes pour le préserver. C'est ainsi que les syndicats entrèrent en guerre et que Palpatine finit par l'apprendre. Il était contrarié et décida d'intervenir. Il ordonna à ses hommes d'informer le Seigneur Vador qu'il le convoquait, mais la guerre des syndicats était loin d'être le seul plan que Kira avait mis en branle. À bord du Night Buzzard, leur transport de classe oubliette, les Chevaliers de Rennes avaient aussi leur rôle à jouer. Ils étaient brutaux et redoutables, mais étaient l'un des rares groupes d'utilisateurs du côté obscur à être toujours en activité après les purges de Palpatine, et peut-être les seuls suffisamment fiers, forts et imprudents pour oser directement défier les Sith. Tandis qu'ils étaient en route vers leur destination, Ren s'entraînait avec un autre chevalier, Marinda. Ren déclara que Kira avait été claire. Tant que les chevaliers lui apportaient ce qu'elle voulait, ils pouvaient emporter tout ce qu'ils pourraient emmener avec eux. L'endroit où ils allaient devait être rempli de plein de bonnes choses. Marinda n'avait aucun doute là-dessus. C'était bien mieux que de se rendre dans de vieilles ruines en espérant y trouver un cristal Kyber que quelqu'un aurait oublié. Kira avait également donné une carte de ce lieu à Ren, ainsi que des codes d'accès. Mais il ne savait pas comment elle avait fait pour mettre la main dessus. Pour quelqu'un qui n'était pas capable de toucher l'ombre, c'était une femme impressionnante. Marinda lui demanda s'il pensait vraiment qu'une femme comme Kira courberait l'échine face à quelqu'un comme lui. Ren lui rétorqua que beaucoup de femmes aimaient se faire rabaisser, surtout les plus chics, mais il ne comptait pas jouer à ce jeu-là. Cela risquerait de coûter la vie à l'un des leurs. Les chevaliers allaient s'en tenir au terme de leur accord. De toute façon, là où ils se rendaient était bien plus intéressant. C'était le travail le plus important de leur vie, sans aucun doute. La forteresse de Vador. Les chevaliers de Rennes deviendraient des légendes. Mais Rennes ne savait pas encore comment ils allaient s'y prendre pour entrer dans la forteresse. Quoi qu'il en soit, les assassins s'étaient préparés eux aussi, à leur manière, aussi étrange soit-elle. Ochi était en train d'aiguiser sa lame dans l'obscurité, mais à cet instant, tout était sombre pour lui. Il avait perdu son chemin sur Exegol et ne l'avait toujours pas retrouvé. Peut-être ne le retrouverait-il jamais. Quand l'archiviste l'avait connu, c'était une petite créature effrayée qui tuait simplement parce que ceux qu'il tuait ne pouvaient pas l'éliminer. Sa route était pavée de cadavres. Certaines de ses victimes avaient été exécutées parce que Kira le désirait. Ochi avait vu la lumière sur Exegol et l'avait trouvée magnifique. Destik, quant à elle, était un assassin tout comme Ochi, mais contrairement à ce dernier, elle n'était pas perdue. Elle était née de la nuit et personne d'autre qu'elle ne pouvait être plus à l'aise dans le noir. Beaucoup dans sa profession auraient refusé de s'occuper de la cible que Kira lui avait donnée, mais pas Destik. Quant à l'archiviste, Kira l'avait employé en tant que conseiller général sur tout ce qui touche à la force et au Sith. Elle avait glané quelques miettes de ce que disait Maul, mais, et c'était tout à son honneur, elle en avait pleinement conscience. Dame Kira n'avait jamais peur d'admettre quand elle ne savait pas quelque chose. Elle avait des défauts dans d'autres domaines. Kira avait donné à l'archiviste une tâche spécifique, un moyen de possiblement augmenter leurs chances de succès. L'Aube écarlate n'était pas le seul ennemi des Sith. Un autre groupe les avait affrontés pendant des siècles et les avait vaincus plus d'une fois. Palpatine avait détruit ce grand ordre grâce à des machinations sombres et profondes. Mais Kira était certaine que certains avaient survécu à sa purge. S'ils arrivaient à les trouver, ces survivants pourraient devenir de puissants alliés.
et s'il ne les aidait pas en tant qu'alliés, ce serait en tant qu'appât. Tout en disant « Bonjour l'ami », l'archiviste contemplait une image montrant le grand maître Jedi Yoda, l'arme à la main. Pendant ce temps, Margot expliqua à Kira que le conflit entre les syndicats était toujours en cours. Les Hutt quant à eux se retenaient, ils ne répondaient que s'ils étaient attaqués. Mais mis à part cela, ils se tenaient à l'écart. Pour Kira, c'était logique. Jabba était un joueur de longue date. Il savait que l'Empire ne cherchait pas vraiment de nouveaux partenaires. Le Hutt se contentait de regarder les autres syndicats s'entre-dévorer depuis son palais sur Tatooine. Puis elle demanda à Trinia de dire à Shanachah et aux orphelines de faire profil bas pour l'instant. Elles auraient un rôle à jouer à l'avenir, mais pour le moment, elles en avaient fait bien plus que ce qu'on leur avait demandé. Les assassins étaient les suivants. Elle allait les envoyer après leur cible et contacter Leia Organa. Elle voulait la rencontrer. Les rebelles prendraient part à tout ça, qu'ils le veuillent ou non, et avant même qu'ils ne s'en rendent compte. Kira était capable de prévoir bien plus que ce que les gens ordinaires pouvaient et avait accompli des choses extraordinaires. C'était une femme étonnante, à bien des égards. Ce que l'archiviste racontait à travers l'holocron était l'histoire de la chute de l'Aube écarlate. Et cette histoire était une tragédie. Et c'est ici que se termine ce premier numéro de Crimson Reign. L'Aube écarlate a déclenché les hostilités et a prévu de se servir de ses alliés, de l'Alliance rebelle et des Jedi survivants, pour détruire l'Empire. En plus de cela, Kira a confié une mission aux assassins d'Estik et Ochi de Bestoun. Rendez-vous dans la suite de la mini-série pour découvrir de quoi il s'agit. Pour la petite anecdote, le prince Xizor, un personnage de l'univers légende, a été mentionné à plusieurs reprises dans ce numéro. Ce personnage est l'antagoniste principal de l'histoire légende, Les Ombres de l'Empire, une histoire ayant été adaptée sur divers supports, romans, bandes dessinées et jeux vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur lui, je vous conseille la vidéo de Captain Tabouret intitulée « À la poursuite de la carbonite » que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.